à vous Christopher Dembicq depuis vos bureaux de Pictet AM. Alors moins 3,5% hier à Paris. Là, on remonte. Est-ce que il y avait véritablement un début de panique? Alors, ce qu'on constate effectivement, c'est que le marché des actions est plutôt résilient. On a bien sûr un peu les classes d'actifs habituelles qui ont été beaucoup chahutées du fait de la situation en Ukraine, de la situation en Iran. Alors bien évidemment le pétrole ou encore d'autres matières premières, on pensera au gaz. Donc l'énergie est vraiment le baromètre. Mais quand on regarde au niveau du marché des actions, le point qui est vraiment important à prendre en considération, c'est que c'est plutôt résilient. On a même eu, si on regarde par exemple la bourse de Tel Aviv, elle a été haussière depuis le début des hostilités. Aux États-Unis, la situation est plutôt assez bonne. Donc, il n'y a pas une grosse inquiétude à cet égard. Et à mon avis, même s'il y a bien sûr au niveau de l'aspect purement militaire des inquiétudes et des points d'interrogation, la réalité, c'est qu'on ne devrait pas être sur une situation trop compliquée pour les marchés. Très clairement, pas de crise économique, pas de crise financière. On n'est pas du tout sur ce type de scénario. Parmi les éléments d'inquiétude, la durée de la guerre, il semble que les opérateurs aient parié sur 4 semaines ou moins. C'est ce qui avait été dit à un moment du côté de l'administration Trump. Mais hier, il a aussi dit oui, on peut durer éternellement, nous, dans la guerre. Comment s'est pris ce genre de petites déclarations et dissonances aussi entre parfois membres de l'administration? Alors, le point qui est assez positif, c'est que finalement, en tout cas du côté du marché, historiquement, et vous avez plusieurs études qui ont été faites, vous en avez notamment une étude qui a un peu fait référence et qui date de 2010, mais qui est toujours valable, qui nous montre que du côté des marchés actions, la réalité, c'est que ce type de conflit, et notamment il y avait dans l'étude la guerre en Irak, par exemple en 2003, ce type de conflit a un effet assez marginal à moyen terme sur les marchés boursiers. Donc, j'oserais dire que ça dure longtemps ou peu, ça ne changera pas la donne. En tout cas, du point de vue des actions, sur les matières premières, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que c'est des marchés beaucoup plus réceptifs, avec beaucoup plus de volatilité. Mais si on regarde par exemple le scénario de la guerre donc de juin 2025, toujours au Moyen-Orient, vous avez eu sur la période le pétrole qui avait augmenté de 15% pendant les hostilités. Dès que les hostilités ont cessé, il est revenu à son niveau d'avant-crise. Donc, du point de vue de l'investisseur, et je le martèle, je pense que c'est important, le point qui est essentiel à retenir, c'est que les guerres, ou en tout cas les conflits au sens large, sont plutôt des parenthèses du point de vue des investisseurs, avec assez peu d'impact, en tout cas surtout sur les marchés actions. Mais est-ce qu'il y a quand même des signaux à prendre en compte quand on regarde les coûts de l'énergie qui, pour le moment, sont en augmentation? Alors, ça flambe pas ça flambe pas non plus si on regarde le pétrole, le gaz, c'est quand même autre chose, mais les coûts de l'énergie en haut, ça pourrait rogner les marges des entreprises et, in fine, donc peser sur les résultats à venir. Alors oui, si on reste sur des prix qui sont durablement élevés, ce qui n'est pas certain, puisque alors les États-Unis ne l'évoquent pas, mais si vraiment on reste sur des prix qui sont élevés, et n'oublions pas qu'on est en période aussi électorale aux États-Unis, en tout cas qu'on s'en rapproche, l'administration Trump pourrait tout simplement décider de produire davantage de gaz et de pétrole et de l'exporter aussi. Temporairement, bien sûr, c'est pas une situation qui peut être durable sur la durée, parce qu'on sait que du côté notamment pétrolier américain, il y a des problèmes à augmenter substantiellement la production. Mais en tout cas, ça veut dire que vous pouvez avoir des palliatifs temporaires si effectivement le détroit d'Ormuz n'est pas navigable pleinement pendant un certain temps. De mon côté, je vous avoue être plutôt assez confiant. Je ne pense pas que ces perturbations ont vocation à perdurer. Et surtout, et c'est peut-être l'enseignement de la Covid et de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que les routes commerciales sont aujourd'hui pour quasiment toutes les matières premières, les fertilisants c'est un peu différent, mais pour quasiment toutes les matières premières, vous avez des routes commerciales qui sont alternatives. Pour le pétrole, c'est le cas. Si Hormuz est fermé, vous pouvez, alors certes, il y a un sujet de sécurité, mais vous pouvez utiliser le pipeline Est-Ouest de l'Arabie Saoudite. Il fonctionne sous ses capacités actuellement et il pourra transporter une partie, pas toute bien sûr, mais en tout cas du pétrole via le détroit d'Ormuz. Donc il y a encore beaucoup de possibilités. C'est pour ça que quand je regarde par exemple le marché obligataire, et j'ai toujours l'impression que le marché obligataire a plus raison que les autres marchés en règle générale, il n'y a pas une panique aujourd'hui par rapport à cette guerre au Moyen-Orient. On est quand même remonté au-dessus des 4% pour le 10 ans américain. Est-ce que le mouvement, l'ampleur du mouvement est importante selon vous, est à regarder en tout cas de près? Sur l'obligataire souverain, ça reste assez modéré. Donc pour moi, je n'ai pas une inquiétude qui est particulière. En revanche, on voit des signaux de stress, parce que tout n'est pas dans le meilleur des mondes, bien évidemment. On voit des signaux de
stress sur l'obligataire des entreprises. On voit des écartements de spread qui sont assez significatifs. Je ne pense pas que c'est systémique, qu'il faille s'inquiéter, mais malgré tout, c'est une des poches aujourd'hui où j'ai le plus de préoccupations, pas tant sur l'obligataire souverain, et notamment américain, mais bien plus sur l'obligataire des entreprises, y compris des entreprises bien notées, où on voit ces écartements de spread qui peuvent préoccuper. Mais c'est peut-être lié à autre chose que là, justement, le Moyen-Orient, la crainte sur la dette privée, on l'a vu avec la quasi-faillite d'une banque obligataire qui fait de l'obligataire au Royaume-Uni, ou alors aussi le fait que les 7 magnifiques empruntent beaucoup plus qu'avant. Vous avez évoqué le sujet, c'est-à-dire la dette privée, vous avez raison, et je pense le gros problème de cette année, et probablement pas uniquement de cette année, ça dépendra comment on le gère. Aujourd'hui, il y a un problème pour savoir exactement quelle est la situation sur la dette privée, on s'en rend vraiment compte. Alors certes, on se dit que ça concerne peut-être que les secteurs tech, typiquement les logiciels, etc., mais probablement que ça concerne aussi d'autres secteurs d'activité, et on sait très bien aussi les phénomènes de contagion, on sait très bien comment ça se produit. Donc, sur cette obligataire du corporate, entreprise, très clairement, la question globale de la dette privée, de la santé des entreprises et de l'exposition aux nouvelles technologies est un vrai sujet qui est certainement beaucoup plus central et qui pourrait être un peu compliqué certainement pour les banques centrales aussi à gérer. Bon, sur ce qui nous occupait ces derniers jours, en tout cas, le Moyen-Orient, la guerre en Iran, la peur a, semble-t-il, profité aux actifs américains, au dollar, avec ce flight to quality. Et finalement, ça pourrait plaire à Donald Trump. Alors, on sait qu'il voulait à un moment une baisse du dollar, mais quand même, si on lui dit que le dollar est fort, il pourrait bien aimer. Oui, et surtout, ça permet un peu de contredire tous ces commentaires sur la dédollarisation ou le debasement trade. Donc, grosso modo, l'idée, c'était quoi? C'est-à-dire, il y a une perte de confiance dans le dollar, c'est en grande partie lié à Trump, et donc automatiquement, effectivement, on est très prudent. Vous voyez, le dollar, et à juste titre, joue toujours son rôle de valeur refuge pendant une période d'incertitude. Il le joue même de manière très exemplaire, parce qu'on le voit, il y a quand même des flux aujourd'hui très importants sur les actifs américains, et notamment le marché obligataire. L'euro-dollar, typiquement aussi, est plutôt en nette chute. Donc, ça prouve aussi que le dollar reste un élément aujourd'hui, un baromètre de stabilité au niveau des marchés financiers. Il faut toujours être très prudent sur ces thématiques de dédollarisation. Et là, on voit bien finalement la dédollarisation, elle prend un coup dans l'aile lorsque vous avez le risque géopolitique qui revient. Évidemment, oui. Merci beaucoup à Christopher Denbigh, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Merci à vous pour votre décryptage. Bonne journée.